dans un scénario très optimiste, je dirais qu'il va y avoir une forme de convergence entre les logiques de l'ancienne et de la nouvelle génération du côté des producteurs, mais aussi du côté des consommateurs qui vont justement se détourner des vins conventionnels pour aller vers des techniques de viticulture et des produits beaucoup plus sains. Les vendanges ont débuté il y a plusieurs semaines. Comment s'annonce ce millésime ? Alors le millésime 2022 était très prometteur et cette année on retrouve les fameux millésimes en 3 qui sont souvent plus compliqués avec beaucoup de contrastes selon les régions, mais ce qu'on peut noter généralement c'est déjà une très forte pression de mildiou sur le vignoble bordelais, très grande sécheresse dans les régions du sud et des régions du nord qui s'en sortent un petit peu mieux mais qui ont quand même dû faire face au gel et à des pluies parfois diluviennes. Les vignerons ont été touchés par de fortes chaleurs cette année, par un gel tardif en 2021. Ils doivent désormais vivre avec le changement climatique. Comment cela influence-t-il leur manière de travailler ? Alors déjà sur le moyen et le long terme, je dirais, il y a un gros travail qui est fait sur les sols, avec notamment de l'enherbement qui permet d'absorber les pluies. On voit qu'il y a de plus en plus de stratégies que les vignerons observent sur des vignobles plus méditerranéens, et notamment on pense au pergola en Italie, qui permet d'apporter de l'ombre aux raisins, l'agroforesterie qui permet aussi de créer plus de biodiversité et de protéger des maladies, et là encore d'apporter de l'ombre aux raisins. Donc il y a tout un ensemble de pratiques qui se mettent en place. Et après, sur le court terme, il y a des techniques de vinification qui évoluent aussi parce qu'en fait, le réchauffement crée des vins qui sont théoriquement de plus en plus lourds et alcooleux, alors que le marché, paradoxalement, recherche des vins plus légers, plus digestes. Ils sont obligés de changer leur technique de vinification et notamment au niveau du bois. Autrefois, en fait, le style des vins était d'avoir un boisé très très marqué, donc un élevage en barrique assez long, etc. Aujourd'hui, on va davantage se tourner vers des techniques plus douces qui permettent aux vins d'être moins marqués par le bois et donc d'être plus légers. En fait, on voit que par exemple la vallée de la Loire est l'équivalent de Montpellier il y a quelques décennies. Donc en fait, par rapport aux dates des vendanges, on voit que ça avance chaque année et seules les régions vraiment très au nord arrivent encore à vendanger sur une période plus automnale, donc septembre-octobre, tandis que le sud vendange de plus en plus tôt. Les viticulteurs doivent aussi adapter leurs cépages. Oui, on voit qu'il y a une modification de l'encépagement puisque certains cépages ne sont plus du tout adaptés aux conditions climatiques actuelles. Donc il y a un énorme travail qui est fait, notamment sur l'hybridation, pour essayer de ramener donc des cépages autochtones qu'on va croiser avec des cépages français pour avoir à la fois des cépages beaucoup plus résistants, mais en même temps garder la qualité et l'identité du terroir sur lesquels les vins sont produits. Au niveau économique, comment se porte le secteur ? Alors au niveau économique, on voit déjà que certaines régions sont en proie à la spéculation, notamment la Bourgogne, alors que d'autres s'effondrent comme le Bordelais, donc avec un grand plan d'arrachage pour à la fois juguler la surproduction et permettre au prix de remonter, mais aussi pour des raisons très pragmatiques, à savoir que énormément d'hectares de vignes sont aujourd'hui à l'abandon, vont développer des maladies qui vont contaminer des hectares en production. Donc voilà, ces deux régions-là sont assez symptomatiques d'un marché du vin qui à la fois devient très spéculatif et ressemble de plus en plus au marché de l'art. Et d'autre part, une baisse de la consommation généralisée, avec notamment une baisse très forte du côté des rouges et des rosés, en faveur plutôt des blancs. Le muscadet, oui, a retrouvé un petit peu ses lettres de noblesse, mais on voit aussi que des vignobles qui étaient assez peu désirables autrefois le deviennent, justement parce qu'ils produisent des vins plus frais, plus légers. On pense notamment au Jura, à la Savoie. De manière structurelle, le secteur fait face aussi à une baisse de la demande. Pourquoi ? Alors on voit qu'en France, il y a une baisse de la consommation, notamment du côté de la jeune génération, qui je pense est beaucoup plus perméable aux messages de prévention, de sécurité routière et de santé. Mais on voit que le marché se déporte sur d'autres régions du monde qui commencent à consommer de plus en plus de vin, puisque le vin reste un marqueur de richesse parmi les classes moyennes. Et on pense notamment à l'Inde, au Brésil, à l'Afrique. Ça, je pense que ça va entraîner aussi des modifications structurelles assez fortes sur l'économie du vin dans les prochaines années. Comment voyez-vous le secteur évoluer dans 10 ans ? Moi, je pense que la nouvelle génération se tourne davantage vers les techniques des anciens, mais tout en bénéficiant des progrès de la technologie moderne, donc ce qui crée un combo qui est finalement assez positif dans l'ensemble. Et je pense que les anciens se remettent en question, se détournent de logique industrielle. Donc dans un scénario très optimiste, je dirais qu'il va y avoir une forme de convergence entre les logiques de l'ancienne et de la nouvelle génération du côté des producteurs, mais aussi du côté des consommateurs, qui vont justement se détourner des vins conventionnels pour aller vers des techniques de viticulture et des produits beaucoup plus sains. En revanche, je pense qu'effectivement, le profil aromatique des vins va évoluer et qu'on va vers davantage de légèreté et davantage de digestibilité, même si le mot est un peu trivial. Je pense que l'avenir se trouve dans ces vins-là.